RTVFM en direct de la Mutualité Française Sud d'Avignon pour une émission sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième live santé de la Mutualité sur RTVFM, une émission proposée par la Mutualité Française Sud, délégation de Vaucluse. Et aujourd'hui, nous sommes à Avignon pour parler de la santé des femmes et principalement des maladies cardiovasculaires, car c'est la première cause de mortalité des femmes en France. Pour échanger sur ce sujet avec moi, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Claire Mounet-Veillé, cardiologue, chef de service au CHU de Lille et cofondatrice du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Monsieur Thierry Drillon, qui est chef d'entreprise, président de la Chambre de commerce franco-britannique et cofondateur aussi du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Thierry. Et Marc Devouge, secrétaire général de la Mutualité Française Sud. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour à toutes. Je vais commencer avec vous, monsieur Devouge. Lors de la première édition, nous avions parlé de la santé psychologique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux femmes et aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi la Mutualité Française a souhaité organiser cette émission ? D'abord parce que la première émission avait été une réussite, je dirais, sur la santé mentale et que le sujet de ce jour nous paraît aussi très important. C'est un des sujets qui a été abordé lors de la dernière Assemblée Générale de la Mutualité Française il y a une quinzaine de jours. Et puis surtout, il y a une opportunité de temps et d'événements, puisque sur Avignon, le professeur et puis Monsieur Drillon sont présents depuis plusieurs jours avec donc une initiative locale qui a du sens. Et nous souhaitions effectivement, à travers ce média, relayer cette initiative pour un sujet qui concerne les femmes, qui concerne les citoyens, qui concerne la Mutualité Française, toute la société. Donc pour nous, c'est une bonne chose d'exploiter, entre guillemets, cet événement aujourd'hui et ainsi de donner bon nombre d'informations sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est peut-être l'expression à retenir. Ça restera la phrase du jour, je pense. On va commencer par parler justement des maladies cardiovasculaires des femmes. Professeur Mounier, Monsieur Drillon, d'abord, si vous pouviez vous présenter en une courte phrase, tous les deux, et expliquer pourquoi vous avez décidé de créer tous les deux ce fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Alors, vous savez ce que je vous propose ? Moi, je vais vous parler de Claire et Claire va vous parler de moi. Hein ? Alors, je vais vous parler de Claire Mounet-Veillé. Ce serait très très long, mais je vais essayer de faire très court. Pourquoi ? Parce que c'est une femme exceptionnelle, qui a un talent incroyable et qui a mis ce talent au service des femmes et de toutes les femmes. Les précaires comme les non précaires. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été fidèle à tout ce qui est assistance publique. Et elle dirige aujourd'hui au sein du CHU de Lille, qui est le plus grand centre de cardiologie en Europe, l'Institut Cœur-Poumon. Alors, vous dire quelques mots sur Claire. C'est une femme qui a toujours mis la cardiologie et la cardio-gynéco-cardiologie au cœur de ses préoccupations. Elle est professeure de cardiologie. Elle a horreur que je dise ça, elle est quand même majeure de l'agrégation de médecine et elle a énormément mais elle a surtout eu de cesse d'avoir un engagement très très important auprès des femmes. Elle a présidé la Fédération Française de Cardiologie. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a écrit un bouquin absolument remarquable dans lequel elle met en avant des femmes, à travers le témoignage de femmes, qui s'appelle Prévenir plutôt que guérir, qui est quelque part son credo et qui fait que ce talent, ça a été une très très belle rencontre pour moi, et en tout cas un très grand honneur. Et on parlera tout à l'heure d'Agir pour le cœur des femmes, mais on a souhaité s'associer, autour de cette urgence médicale et sociétale. Et Claire représente cette expertise médicale et scientifique très exceptionnelle. Alors c'est mon tour de te présenter, Thierry. Alors c'est également compliqué parce que Thierry est quelqu'un de très brillant qui cache ce qu'il fait alors que c'est un chef d'entreprise de renom qui a été engagé très tôt dans la cause du cœur puisqu'il s'est engagé adolescent pour la Croix-Rouge française, donc il aurait pu être médecin. Il a vraiment un sens intuitif médical assez poussé, je peux dire ça en tant que médecin. Il s'est ensuite engagé quand il était patron de Cisco France, puis Europe, puis aux États-Unis auprès de Christian Cabrol pour la greffe cardiaque. Donc finalement c'est une rencontre qui n'est pas liée au hasard, enfin je crois pas au hasard. Et puis aujourd'hui Thierry qui a aussi été patron de Microsoft, qui est très branché dans les technologies finalement,
s'est mis au service aussi de la Chambre de commerce franco-britannique, puisque tu en es le président depuis maintenant 2 mandats. Et il a énormément œuvré pour le Brexit, et ce qui permet également de bien comprendre les différences également en matière de santé entre nos différents pays anglo-saxons et français. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on a la chance d'avoir en France un des premiers chefs d'entreprise. Aux États-Unis, c'est courant d'avoir des chefs d'entreprise qui se mettent à un moment donné de leur carrière au service du caritatif, parce que finalement être cofondateur, c'est pas lucratif, et au contraire il a accepté de donner une grosse partie de son temps personnel pour justement œuvrer pour une cause humanitaire qui est la santé cardiovasculaire, et en l'occurrence la santé cardiovasculaire et gynécologique des femmes. Donc c'est vrai que c'est innovant. Il y aura peut-être d'autres hommes comme ça qui suivront, mais on a la chance d'avoir le premier, un peu comme Bill Gates, de se dire, ben voilà, moi j'ai fait ma carrière, je l'ai faite jeune, j'ai du temps à donner bénévolement au service des autres. Et là, on peut vraiment l'en remercier. Et c'est vrai que son expertise m'aide, parce que je suis médecin. Donc je n'ai pas l'habitude de gérer des entreprises, je n'ai pas l'habitude de gérer des partenaires, de coordonner des équipes. Et finalement, c'est une association de bienfaiteurs et pas de malfaiteurs. On est ensemble pour sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Voilà. Vous faites un beau duo, en tout cas complémentaire. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Est-ce que ce constat est vraiment alarmant par rapport à la santé des femmes et à leur santé cardiovasculaire? Pourquoi cette obligation de lancer ces opérations de prévention? Alors, c'est le non-médecin qui va vous répondre, parce que je voudrais mettre en avant finalement cette dimension sociétale qui touche chacun et chacune d'entre nous. Il faut reprendre les chiffres avant de créer Agir pour le cœur des femmes, on y reviendra. J'ai interrogé beaucoup d'amis, beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de copains, etc. et en leur posant la question, quelle est la première cause de mortalité des femmes? 99,5% m'ont répondu le cancer du sein. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup progressé sur le cancer du sein, la recherche a beaucoup avancé, l'immunothérapie, etc. Sauf que la réponse est fausse. La première cause de mortalité des femmes, en France et dans le monde, ce sont les pathologies cardiovasculaires. 200 femmes par jour décèdent d'un accident cardiovasculaire, 25 000 par jour dans le monde. Donc ça, c'est juste des faits. Le deuxième fait, c'est que quand on regarde la courbe de progression et décès, notamment pour infarctus, la plus grande progression, 5,4% par an, ce sont les femmes entre 45 et 54 ans. Donc on ne parle pas que de personnes âgées. La troisième chose, c'est que, et Claire y reviendra, les femmes, au travers finalement de votre vie hormonale, vous avez des phases de plus grande sensibilité à ces sujets. La première contraception, la première naissance, et puis la phase de préménopause. Et ce sont 3 phases de plus grande fragilité. Et avec Claire, lorsque l'on a créé Agir pour le cœur des femmes, notre ambition, notre vision a été de dire on veut faire quelque chose de puissant, pour longtemps, impactant, en France et à l'international, avec cette vision qui est de sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on va faire plus. On va faire plus parce qu'il y a véritablement urgence. Donc justement, là, vous êtes sur Avignon avec le bus du cœur. Et expliquez-moi comment ça fonctionne. Et Agir pour le cœur des femmes, c'est aussi 3A. C'est agir... c'est alerter pardon, et anticiper et agir. Et donc là, avec le bus, vous anticipez? Ouais, en fait, c'est d'abord l'alerte, ce qu'on est en train de faire tous ensemble en ce moment, vous donner l'alerte. Et alerter, c'est finalement dire aux femmes, c'est pas une maladie d'homme. Il faut casser ses préjugés et de dire... Il ne faut pas se mettre la tête dans un sac, c'est se dire finalement en connaissant les bons symptômes, les symptômes spécifiques de la maladie cardiovasculaire, que ce soit la coronaire ou les jambes, l'artérite ou l'AVC, eh bien en donnant les bonnes clés et surtout en faisant du repérage, là on arrive à l'anticipation, finalement les femmes, on va éviter de rentrer dans la maladie et ça va être plutôt prévenir plutôt que subir. Parce qu'une fois qu'on a l'accident cardiovasculaire, eh bien on a un handicap, donc effectivement on vit plus longtemps en France, mais on vit en mauvaise santé. Donc finalement c'est comment faire en sorte de vivre le plus longtemps possible en gardant son capital santé et en faisant du repérage. Donc c'est anticipé par le repérage, d'où le bus du cœur, mais je vais laisser Thierry compléter. Et finalement, on va identifier, on va apprendre aux femmes avec l'interrogatoire ciblé, avec des cardiologues, des médecins vasculaires, des gynécologues, des médecins traitants, en leur posant les questions simples, eh bien ça va les mettre en alerte, plutôt que de leur dire
allez, vous lisez la brochure et puis vous saurez. C'est en leur posant elles-mêmes la question, on va les éveiller sur des symptômes et finalement derrière, on leur proposera agir, c'est-à-dire des parcours de soins coordonnés. Et toutes les femmes du bus, mais je vais te redonner la parole Thierry, toutes ces femmes derrière vont avoir la possibilité de reprendre un suivi gynécologique et cardiovasculaire. Et ça, c'est très important. Claire l'a dit parce que en fait, c'est prévenir plutôt que guérir. Et c'est tout le sujet de notre engagement. Parce que la bonne nouvelle, on a parlé de chiffres et de la première cause de mortalité, mais dans 8 cas sur 10, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie. Comment ? Par une prévention positive et bienveillante. Et Claire a parlé tout à l'heure des 3 A, alerter, anticiper, agir. Le bus du cœur, c'est agir. C'est aller au-devant de ces femmes en situation de précarité. Alors pourquoi aller au-devant de ces femmes en situation de précarité ? Parce que ces femmes en situation de précarité, elles ne prennent pas soin de leur santé. Il y a récemment un sondage qui a été effectué avec Elab qui date d'une quinzaine de jours. 81% des femmes s'occupent de la santé des autres avant de s'occuper de leur propre santé. Elles ne s'autorisent pas à s'occuper d'elles. Pourquoi ? Parce qu'elles s'autorisent de leur mari, elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents, etc. Et le sujet de leur propre santé est le dernier sujet. Donc l'opération Bus du cœur, c'est quoi ? C'est aller au-devant de ces femmes en situation de précarité et leur offrir un moment où elles prennent soin d'elles, où elles s'autorisent à prendre soin d'elles et d'écouter, on va dire, leur corps, leur cœur. Et comme le disait Claire, c'est faire un parcours de dépistage à la fois cardio, gynéco, et d'avoir finalement un bilan complet. Et à l'issue de ce parcours de dépistage, l'objectif, c'est de les remettre dans un parcours de soins. Je vais vous donner 2 chiffres. Nous avons démarré le bus du cœur à Lille, Marseille. Nous sommes cette semaine à Avignon. À la Plaine des Sports, oui. À la Plaine des Sports, nous allons continuer La Rochelle et après Saint-Étienne. L'année prochaine, on va faire 20 villes. L'année d'après, 40, 60 et 80 villes. Sur toutes les femmes qui sont passées par le dépistage, le bus du cœur, 90% ont au moins un facteur de risque et 70% au moins 3 facteurs de risque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, par rapport à ce que nous avions anticipé, on est très au-delà. Donc même c'est vous, vous n'aviez pas anticipé ces chiffres-là ? Un peu moins fort. On était passé sur du 50% positif. Mais pour compléter ce que tu dis, sauver une vie, c'est un repérage. Une femme qui a plus de suivi gynéco, les femmes en moyenne n'ont pas eu de suivi gynéco depuis leur dernier accouchement. On a eu un stérilet de 17 ans d'âge. Donc c'est pas et c'est effrayant. Donc les femmes ne parlent pas de leurs symptômes. Et donc finalement, pour compléter ce que tu dis Thierry, on sauve une vie, que ce soit l'aspect gynéco ou l'aspect cardiovasculaire. Et effectivement, c'est dès qu'on a un repérage positif, on parle du principe qu'on sauve une vie. C'est un peu ça. On en a fait. On va atteindre ce soir avec Saint-Étienne. On en aura presque, en 3 villes, on aura presque 600 femmes dépistées sur 9 jours. Hein, ça va être ça. Oui, Avignon. Excusez-moi, non. On espère que Saint-Étienne sera aussi bien. Et justement, en fait, vous parliez de parcours dédié. Ça veut dire que les symptômes, la manière de prendre en charge une femme est différente ? Ah ben, quand on est une femme, déjà les femmes, elles mettent, si on prend l'exemple de l'infarctus du myocarde, elles mettent entre 5 heures et 1 semaine à appeler. Quand elles savent que c'est possiblement l'infarctus, parce que c'est vu à la télé, entendu à la radio ou vu dans le journal, elles en parlent à leur médecin qui les conduit d'abord voir un gastro, c'est surtout les symptômes digestifs. Mais c'est ça, les symptômes sont différents. Ou des douleurs articulaires, voire un rhumato. Et finalement, la femme, il y a une petite sonnette d'alarme, c'est l'angoisse. Elles savent que c'est pas comme d'habitude, que les symptômes qu'elles ressentent, c'est différent. Et ça augmente en fréquence et en intensité. Et c'est leur dire, vous avez des facteurs de risque, vous êtes hypertendu, vous êtes ménopausé, vous avez beaucoup fumé, vous êtes en surpoids. On dira que ce n'est pas le cœur quand on aura fait le bilan. Et c'est pareil pour l'accident vasculaire cérébral. Mais là, je pense que les campagnes AVC ont été... Il y a eu un plan AVC, il y a eu 2 plans AVC. En tout cas, il y a un petit peu moins de perte de chance que quand c'est une dissection aortique, par exemple, quand l'aorte se dédouble, quand c'est un anévrisme aortique, quand c'est de l'artérite ou quand c'est le cœur. Voilà. Donc, effectivement, on a envie de dire... Prenez l'information, écoutez-vous, et voilà quoi. Mais je pense que les nouvelles générations,
pour être courte, s'il y a les gens de 40 ans, de moins de 40 ans, les époux, les compagnons se préoccupent plus de la santé de leurs compagnes. Et on a de plus en plus d'appels qui viennent des maris ou des compagnons. Pas la femme. La femme, elle va retarder pour appeler. Mais c'est ou les enfants. Les enfants appellent pour leur maman. Ça, c'est les choses qui bougent aujourd'hui. Oui, parce que là, le but, c'est de sensibiliser les femmes, mais aussi de sensibiliser tout le monde pour que tout le monde soit conscient que ces symptômes, par exemple, sont différents. C'est vrai que quand on parle d'un infarctus, on se dit, l'infarctus, normalement, j'ai mal au bras gauche, j'ai une pression dans la poitrine. Et là, vous étiez en train de dire que chez la femme, c'est pas ça. Alors, vous avez tout à fait raison. Nous, les hommes, si on est amené à tomber dans la rue, la première des choses, c'est que les gens vont se dire, il respire plus, il doit faire un infarctus. Et dans le meilleur des cas, les gens vont penser à masser. Une femme qui tombe dans la rue, la dernière chose auquel on pensera, c'est l'infarctus. Et puis alors, quand il s'agit de masser, on ne masse pas une femme. Vous savez pourquoi on ne masse pas une femme? Parce que j'ai appris tout à l'heure qu'il faut enlever les vêtements pour le faire. Et parce qu'il y a des seins. Voilà. Donc vous avez une perte de chance. Et au-delà de 4 minutes, derrière, vous avez une perte de chance très significative, puisqu'à ce moment-là, le cerveau n'est plus oxygéné. Et après, vous avez des pertes très significatives. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'intégrer deux choses. D'abord, le fait que, comme le disait Claire, les symptômes sont différents. Et donc, autorisez-vous à écouter votre corps. C'est très, très important. Quand vous avez quelque chose qui, à un moment donné, est brutal, soudain, eh bien, prenez-le en compte. Écoutez-vous. Et dans le doute, vous appelez le 15. Dans le doute, vous appelez le 15. Il vaut mieux déranger le 15 pour rien que finalement vous apercevoir qu'à un moment donné, vous avez un accident qui est très très important. La deuxième chose, c'est que les femmes aujourd'hui, et je pense à nos grands-mères, à nos mères, c'est une maladie de l'environnement, c'est l'expression qu'utilise souvent Claire, c'est une maladie de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le syndrome du millefeuille. C'est-à-dire que stress, parce que vous êtes des super mamans, des super nounous, des super épouses, des super professionnels, des super logisticiennes, bref, vous avez la totale. Sauf qu'à un moment donné, ça ne rentre pas dans le bec. Et que tout ça crée une tension qui est extrêmement importante. Donc, dans les symptômes, le stress est très important. Et ce stress, aujourd'hui, est beaucoup plus fort qu'il n'était à une certaine époque. Après, vous avez tous les sujets liés à la contraception. Après, vous avez les sujets liés à la précarité. Parce que la précarité est une courbe d'accélération de rentrer dans la maladie, parce que vous n'avez pas la même possibilité d'aller consulter un généraliste, un gynécologue, un cardiologue, etc. Et les femmes sont plus touchées par la précarité que les hommes. Exactement. Et puis après, vous avez d'autres symptômes, ou en tout cas d'autres raisons. On ne va pas parler d'addictologie, etc. Mais tout ça fait que, à un moment donné, les femmes sont très sensibles. Et Claire pourrait le dire beaucoup mieux que moi. Vous avez en plus, d'un point de vue tissu, des artères qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus friables, qui sont beaucoup plus fines. Vous avez un cœur qui fait 250 grammes versus le cœur des hommes qui fait 300 grammes. Il y a physiologiquement des éléments qui sont très différenciants. Merci, on va faire une courte pause. On a parlé des symptômes. On continuera sur ces échanges sur les maladies cardiovasculaires des femmes dans quelques minutes. You got my heart in your hands. You got me canceling all of my plans, clearing my whole schedule for a chance you never planned on giving me. Tell me that you love me, don't mind if you're lying. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm optimistic, little bit persistent, justifying all the distance you've been given. Call me a fool, loving someone not interested in me, hoping that you
that you love me. Don't care if you like it. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm just ambitious, challenging resistance, just to fight all the distance you've been given. Call me a fool, loving someone interested in me, hoping that you, hoping you'll consider loving me. Oh, let me love you. Hey, you. Oh, let me love you. Hey, you. RTVFM en direct de la Mutualité Française Sud d'Avignon pour une émission sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Nous sommes de retour pour ce live santé de la Mutualité avec le professeur Claire Mounier et Thierry Drillon et Marc Devouge de la Mutualité Française. Nous consacrons cette émission aux maladies cardiovasculaires des femmes. Nous avons parlé des symptômes qui étaient différents des symptômes que nous connaissons en fait dans l'inconscient collectif quand on parle de ce type de maladie. Est-ce que la prise en charge après, est-ce que les médecins sont aussi sensibilisés à ces questions-là, puisque comme les symptômes sont différents, peut-être aussi que la prise en charge peut être différente, et est-ce que ça fait partie de votre travail aussi de sensibiliser les médecins ? Oui, alors dans l'émission d'Agir, on a cette communication autour des femmes et du grand public, mais il y a également dans nos missions celle d'accompagner la formation des professionnels de santé dès le cursus universitaire, c'est-à-dire que maintenant, dans nos cours, on s'efforce au sein de nos conseils nationaux universitaires qui formons les jeunes internes et les jeunes étudiants d'inscrire des modules spécifiques sur les spécificités féminines du risque cardiovasculaire et métabolique. Après, pour les médecins déjà en exercice professionnel, on passe par les congrès médicaux, on passe par les formations médicales continues, mais également par des écrits dans les revues du type la lettre du gynécologue, la lettre du cardiologue, donc par des supports écrits, et puis on fait également des webinars. Avec le confinement, on a fait énormément de webinars, de formation. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est aussi des courriers de consultation et d'hospitalisation structurée. C'est-à-dire qu'une femme qui s'est vue découvrir par malchance un infarctus à J5 qui n'a pas pu être vascularisé alors qu'elle avait alerté son médecin traitant, et c'est sans aucune critique, mais simplement c'est un état de fait, elle avait des symptômes qui est toujours facile de faire un diagnostic après qu'au moment où ça se passe. Donc quand on est médecin, l'erreur est humaine et on peut aussi avoir une errance diagnostique, mais quand il reçoit un courrier bien structuré, il ne refera plus jamais. C'est l'apprentissage par la preuve. Et finalement, je dis aussi aux femmes, vous êtes des colibris. Vous avez eu l'information, vous avez vécu quelque chose dans votre famille, vous en parlez à votre médecin traitant. Et finalement, voilà, c'est la prévention colibri, y compris auprès des professionnels de santé. Alors maintenant, est-ce que la médecine est genrée ? J'ai envie de vous répondre oui. Et c'est pas féministe, c'est des constats d'études faites auprès des médecins. Les femmes médecins, elles ont une vision plus globale du patient. L'homme médecin va être plus focus sur une pathologie ou un symptôme, mais j'invente rien, c'est des enquêtes. Et finalement, ça sera peut-être pas le cas des nouvelles générations de médecins, mais en tout cas les médecins de mon âge, on voit des différences entre hommes et femmes, parce qu'on a des schémas, on a des portraits robots de patients. On va vite, on a aussi été impacté par le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on était pas assez de médecins, il y en a beaucoup qui partent à la retraite aujourd'hui, et finalement ce sera peut-être pas le cas de ma fille qui est une jeune interne qui vient de passer l'internat, on a rouvert le numerus clausus. Mais là finalement on peut toujours jeter la pierre sur les professionnels de santé, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pallier à ça, il faut que les médecins évoluent dans leur mentalité et acceptent qu'un patient lui apporte l'information parce qu'il est allé voir sur les sites, il a la connaissance, accepter de travailler avec des pharmaciens, avec des infirmières, avec des kinés. Donc Thierry, je vais lui repasser la main, mais finalement, la médecine d'aujourd'hui, le soin d'aujourd'hui, c'est finalement un soin citoyen, un soin multicanal, multicanaux on va dire, et finalement c'est pas que le médecin, le sachant, avec une médecine verticale, mais ça va être une médecine participative. C'est un échange. Voilà. Je te repasse pour compléter si vous voulez compléter. Mais... Je dirais que cela me va bien parce qu'on est très attaché au fait que les mutualistes soient acteurs de leur santé, et vous venez de l'indiquer. Et puis vous notez aussi une évolution de la pratique médicale, moins
individualiste, si je peux me permettre, mais plus pluridisciplinaire. Et ça nous va bien aussi pour les enjeux à venir. Je pense que ce que l'on évoque, c'est aussi toute l'évolution de notre système de santé. Nous avons connu, chacun d'entre nous, cette pandémie, dans laquelle nous ne sommes pas totalement sortis. Et je pense que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça permet de prendre conscience du fait que notre système de soins, pas qu'en France, au niveau européen, au niveau international, est très axé sur le soin et pas sur le préventif. Donc il faut de plus en plus qu'on fasse évoluer nos systèmes vers du préventif et non pas vers du curatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut associer tout l'écosystème de santé. Claire en a parlé. Si on prend les pathologies cardiovasculaires, bien sûr, le cardiologue doit être informé. Mais ce que nous devons faire aussi, c'est de faire en sorte que le gynéco qui participe, le pharmacien, lorsqu'une jeune femme vient prendre un contraceptif à base d'oestrogène de synthèse, qui pose quelques bonnes questions, le généraliste, le kiné, tous ces acteurs-là, finalement, ensemble, soient unis dans un écosystème, on va dire, de bienveillance et d'intelligence. La troisième chose, c'est que vous avez aussi une responsabilité qui est une responsabilité collective, à la fois du secteur public, de l'ensemble des acteurs. On parlait des ARS, on parlait de l'ensemble de la strate médicale, mais vous avez eu une responsabilité du citoyen et vous avez une responsabilité du monde de l'entreprise. Voilà. Et la santé en entreprise, c'est juste un sujet qui n'est pas optionnel aujourd'hui. On en parlera juste après. Je compte bien vous poser des questions sur ce sujet. Pour revenir par rapport à la prévention, vous parliez d'un parcours global. C'est un peu ce que vous faites dans le bus du cœur. Vous pouvez m'expliquer un petit peu tout ce qu'on trouve dans ce bus du cœur et qui devrait être le parcours global pour le dépistage pour une femme? Alors déjà, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Le parcours qui est dans le bus, c'est le parcours que je pratique dans mon quotidien en consultation à l'hôpital. Donc c'est d'abord expliquer à la femme ce qu'on va lui faire, parce que il faut qu'elle comprenne les enjeux de ce dépistage. Ensuite, on démarre par un interrogatoire sur les antécédents, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hérédité, quand une femme appelle le 15 en disant « je suis fumeuse, j'ai une douleur même atypique et que mon père a fait un infarctus », généralement, on envoie le camion sur la notion d'hérédité tabac. Donc on interroge ces femmes sur les antécédents cardiovasculaires, mais également on va l'interroger sur ces facteurs de risque qu'elle connaît ou pas à la base. Donc en lui expliquant, en faisant le listing, elle apprend ce que c'est qu'un facteur de risque. Et ensuite on va faire une mesure de pression artérielle avec un tensiomètre électronique, 3 mesures, en lui expliquant ce que c'est que la systolique, la diastolique, la fréquence cardiaque. Et puis on va lui faire un repérage électrocardiographique avec un petit capteur au doigt qui vous donne un tracé électrocardiographique qui va permettre de repérer si la dame est ou pas en trouble du rythme qu'on appelle la fibrillation auriculaire, qui est un facteur d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Après, elle passe au stand métabolique, où là, on va faire poids, taille, périmètre abdominal, et on va avec une petite gouttelette et les appareils Roche, on fait un prélèvement, un bilan lipidique complet, glycémie à jeun. Alors le dépistage est un dépistage à la volée. Ça veut dire que les gens ne sont pas à jeun. La tension, elle est faite alors que les gens ne sont pas mis dans des conditions de repos. Mais néanmoins, quand ces chiffres sont très pathologiques, on sait qu'on a en face de nous une femme qui est en situation à risque, dont il faudra proposer un nouveau contrôle au calme, à distance. Et ensuite, ce qui fait l'originalité de ce dépistage, c'est qu'on a inclus le repérage gynéco-obstétrical. Et c'est là qu'on voit que les femmes, une fois qu'elles ont accouché, elles n'ont plus aucun suivi gynécologique. Pour nombre d'entre elles, leur mammographie n'est pas à jour, c'est Octobre Rose, les mammographies n'est pas à jour, les frottis sont pas à jour. Donc finalement, on a fait, ça prend 45 minutes, ce passage dans le bus. Donc c'est finalement, elles n'ont pas vu généralement tout ça depuis des années. Et ensuite, il y a un médecin qui fait une synthèse médicale en dehors du bus et on remet un tensiomètre électronique, on leur réapprend le geste d'automesure. Et derrière, elles ont un rendez-vous gynéco et un rendez-vous cardio quand c'est nécessaire. Voilà. Et puis, il y a le village bien-être santé. Je vais repasser la main à Thierry, où on va continuer sur l'hygiène de vie et les gestes qui sauvent. Ce qui est très important par rapport à ce que décrivait Claire, c'est que
ça permet d'avoir une vision à 360 degrés. Alors cette vision, elle n'est pas parfaite, mais elle évite que finalement on ait un très gros trou dans la raquette. D'accord ? Et quand par exemple vous avez une femme qui à un moment donné en tension, vous le faites une fois, deux fois, trois fois à 25,7, voilà, tout de suite on prend les mesures qui s'imposent et tout de suite, voilà, on sauve une vie. La deuxième chose, c'est que ces femmes, le bus du cœur, c'est 3 jours. Mais le principe, c'est que c'est à la fois la récurrence et dans le temps. Donc on les réinsère dans un parcours de soins. C'est-à-dire que je veux vraiment saluer tout l'écosystème de santé qui rend possible le bus du cœur. Et là, vous mobilisez, on va dire, de la bienveillance collective, et tous ces gens-là, que ce soit des infirmières, que ce soit des cardios, que ce soit des gynécos, etc., prennent soin de ces femmes dans le temps. Je vais vous donner un exemple. Je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près 90% des femmes là à Avignon qui avaient un facteur de risque, au moins un facteur de risque. Eh bien, la quasi-totalité de ces femmes se sont vues offrir, avec des rendez-vous qui étaient prévus, rendez-vous chez le gynéco, rendez-vous chez le cardio, rendez-vous pour des examens complémentaires, mais pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 2 ans. Oui, parce que des fois, c'est le problème. Hein. Voilà. Et donc des plages horaires complètes. Et donc il y a un suivi dans le temps et on réinsère ces femmes dans des parcours de soins. Et finalement, ces femmes précaires, on leur redonne la même chance que toutes les femmes. Voilà. Et ça, pour nous, c'est juste absolument, absolument essentiel. Et on leur redonne une connaissance de leur corps aussi. Alors on leur redonne une connaissance de leur corps, et Claire parlait du tensiomètre, mais je vous donne une anecdote. Toutes ces femmes précaires, elles repartent avec des petits cadeaux. Et dans ces cadeaux, vous avez notamment des palettes de maquillage. Pourquoi ? En fait, on leur donne quelque chose qui est de dire « prenez soin de vous, faites-vous belle, faites-vous belle, prenez soin de vous, accordez-vous ce moment-là ». Voilà. Et c'est plein de petits messages qui finalement participent à faire en sorte que quand on regarde ces femmes, quand on regarde ces sourires, quand on regarde ces visages, même si vous avez le masque, eh ben, ces yeux nous apportent tellement. Et je dis, ah, mais ça fait des années. Je vais vous donner une réflexion d'une femme à Marseille et à qui voilà, on posait la question par rapport à un suivi gynéco. Elle dit, vous savez, j'ai eu 9 enfants et depuis que je n'ai plus d'enfants, le bas ne sert plus à rien. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement le genre de situation, voilà, que nous souhaitons gérer, accompagner. Potentiellement ne plus voir une fois que... Et potentiellement ne plus voir. Donc il y a un petit peu de boulot. Monsieur Deveau, vous vouliez intervenir ? Ce qui me semble intéressant, c'est la durée de la consultation. Vous avez parlé de 45 minutes. C'est pas rien. Hein. Effectivement, vous avez la possibilité de faire le tour en qualité de... D'où les 200 femmes. Oui. Parce qu'on avait calculé le temps de passage. Et le temps de passage, c'est mathématique. Hein, quand c'est ouvert de 9h à 17h. Mais le problème, c'est qu'on a eu plus de femmes que prévu. Et du coup, les équipes de bénévoles qu'on peut saluer, parce que vous avez des médecins libéraux, qui, libéral, s'il ne consulte pas, il ne gagne pas sa vie. Des médecins hospitaliers, des infirmières. On a eu également des fondations Orpea, Corian, qui ont mis des équipes de leurs établissements de santé au service de ces dépistages. Et finalement, ces gens-là, ils arrivaient à 8h, au lieu d'arriver pour 9h, et ils repartent, il est 18h30, 19h. Donc, et c'est continu. C'est à saluer, effectivement. Et les gens, surtout, nous ont dit, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les professionnels de santé et les bénévoles nous ont dit merci. Parce que et il y avait des jeunes médecins, il y avait des internes de médecine vasculaire qui étaient là. Merci de cette expérience-là, parce que finalement, ça nous fait voir la vie, le soin, d'une manière différente. Au-delà du dépistage somatique, on a fait du bien à l'âme de ces femmes, mais également à l'âme de ces soignants. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, finalement. Parce que 3 jours comme ça, vous revenez chez vous, vous êtes nourri. C'est ça qui m'a aussi interpellé. Alors le 45 minutes, le fait que ce ne soit pas un one-shot, c'est-à-dire qu'il y a des prolongements. Vous avez parlé de rendez-vous qui étaient pris. Et puis la considération de la femme, au sens, je dirais, noble, c'est-à-dire la féminité, et puis le fait qu'elle soit l'objet de beaucoup d'attention et qu'elle soit considérée, ça me paraît important, au-delà même des facteurs de risque. Alors vous avez tout à fait raison, et si je peux me permettre, après, vous savez, il faut aussi, de temps en temps, ramener les choses d'un point de vue économique. Alors d'un point de vue économique, je vais vous donner 2 chiffres. Une femme qui rentre dans l'accident, dans la maladie cardiovasculaire, les chiffres que nous avons
font état d'un coût pour la collectivité au sens large, jusqu'à la fin de sa vie, de 689 000 euros. Un dépistage comme celui que vous venez de décrire, c'est un peu plus de 500 euros. Voilà. Donc après, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est ici dans un monde où il faut comprendre aussi cette dimension-là. Et c'est tellement évident. Alors de temps en temps, quelques chiffres parlent. Je crois que celui-là, il est voilà. 600 000 euros contre 500, c'est très clair. Et dans les différents reportages que j'ai vus, que j'ai lus avant de préparer cette émission, je vous ai entendu dire, professeur Mounier, qu'il fallait que les femmes deviennent égoïstes, un petit peu. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de sa santé. Si je prends mon cas personnel, je sais qu'au mois d'août, je vais avoir la gynéco, l'écho mammaire ou la mammo selon, le dentiste, l'ophtalmo. Et en fait, ce que j'ai expliqué aux femmes, parce que j'ai aussi fait et les oreilles, tout à fait, et la dermato pour les peaux plus fragiles. Et finalement, j'ai dit aux femmes que j'ai vues ce matin dans le bus, parce que j'en ai fait aussi moi-même des dépistages, j'aurais dit, écoutez, il faut être égoïste, vous refilez vos enfants à vos copines, vous vous organisez entre vous, mais une fois que vous aurez le handicap, vous serez plus capable de vous occuper de votre famille. Donc finalement, voilà, c'est un moment pour vous, faites-le, c'est important. Mais ça, on comprend ça parfois un peu trop tard. Souvent, c'est quand il arrive quelque chose que... voilà, c'est ça. Puis le fait de voir des femmes, même quand elles sortent des urgences, des soins intensifs et qu'elles ont nos âges, on se dit non, c'est pas possible, il faut continuer, quoi. Donc on milite. On milite, c'est pas du féminisme, c'est parce que finalement, c'est aussi valable pour les hommes. Ces discours-là sont aussi valables pour les hommes, qui s'écoutent pas non plus. Oui, prendre un peu de temps pour s'écouter, ça permet justement de gagner du temps plus tard pour éviter des problèmes de santé. Donc, on va faire une deuxième courte pause et puis après, on parlera justement du milieu professionnel. Vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Drillon, pour la suite de cette émission.
RTVFM en direct de la Mutualité Française Sud d'Avignon pour une émission sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. De retour dans ce live santé de la Mutualité consacré aux maladies cardiovasculaires des femmes avec le professeur Claire Mounet-Veillé, cardiologue, monsieur Thierry Dirillon et Marc Devouge. Donc on parlait juste avant des symptômes, du fait que les femmes devaient faire attention à elles, notamment qu'elles pensaient beaucoup à leur famille avant de se dépister ou de penser à elles. Parlons un peu de la vie professionnelle, de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans cette opération de prévention et par rapport aux femmes, est-ce qu'il y a des choses à changer aussi dans l'entreprise ? Bien sûr, parce que chacun sait que dans le monde de l'entreprise, le matin, on va faire du bowling, après on va faire de la pétanque, après on va à la piscine, après... Bon, trait de plaisanterie. Bien sûr que le monde de l'entreprise a un rôle important à jouer. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, d'abord, c'est une communauté, au même titre qu'une famille, au même titre qu'un club sportif, etc. La deuxième chose, c'est que finalement, aujourd'hui, tous les dirigeants d'entreprise et le dirigeant d'entreprise que je suis a toujours, et en tout cas on considère de plus en plus aujourd'hui, et cette pandémie l'a encore plus mis en exergue, c'est que la santé des collaborateurs et des collaboratrices, la qualité de vie au travail est juste quelque chose d'essentiel. Vous savez, à une certaine époque, on disait non, l'entreprise, elle ne rentre pas dans la sphère privée. Et la santé, c'est la sphère privée. Pourtant, on y passe énormément de temps. Et aujourd'hui, on a décloisonné tout ça. Et le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est quoi ? C'est finalement de faire en sorte d'avoir une qualité de vie au travail et d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices en bonne santé. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Donc, le monde de l'entreprise a un rôle à jouer. Le monde de l'entreprise est capable de mobiliser des moyens importants. Dans le cadre d'Agir pour le cœur des femmes, on a une mobilisation du monde de l'entreprise qui est absolument incroyable et que je tiens à saluer. Et puis le monde de l'entreprise est important parce que c'est aussi un révélateur. C'est aussi un endroit où finalement ces femmes discutent entre elles. Et finalement, je vais vous dire de manière finalement assez simple, une entreprise performante, ce sont des hommes et des femmes qui sont bien, qui sont en bonne santé, qui sont bien dans leur tête, qui ont plaisir à être ensemble. Et un collaborateur ou une collaboratrice qui est en mauvaise santé, c'est du perdant-perdant pour tout le monde. Donc la performance en entreprise, elle passe aussi par des collaborateurs et des collaboratrices en très bonne santé. Alors est-ce que ça veut dire que le bus du cœur pourrait passer dans les entreprises aussi ? Alors absolument, il est prévu. Et on a prévu de faire passer le bus du cœur dans un certain nombre d'entreprises. On a beaucoup de demandes dans le domaine. Alors je ne vais pas citer le nom, mais si je prends une très très grande entreprise mondiale dans le domaine de l'automobile, son dirigeant a décidé de faire en sorte que la santé des collaboratrices était une priorité. Et il a donné un plan qui s'appelle One Company, One Health, et de dépister 100% des femmes dans 2 pathologies, à la fois les cancers féminins et à la fois les pathologies cardiovasculaires. Et 100% des femmes du groupe au niveau France et international vont être dépistées. Et donc nous allons bien évidemment participer à cette opération en mettant finalement un bus du cœur pour votre entreprise. Et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Je m'autoriserai à vous dire que on va rentrer dans une période qui va être une période d'hypercroissance économique sur les 2-3 prochaines années pour plein de raisons, et ce n'est pas l'objectif là. Et cette période-là va être une période fantastique, mais elle va créer aussi un stress sur les collaborateurs et les collaboratrices. D'où la nécessité aujourd'hui, plus que jamais, de prendre soin de ses talents et de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Donc le monde de l'entreprise a une vraie responsabilité, et j'allais dire que c'est une responsabilité juste absolument prioritaire. C'est une conviction personnelle que j'ai. Et on vient de vivre une période compliquée avec la pandémie et puis voilà les modifications de mode de travail. On parlait pendant la pause du télétravail. Est-ce que ça a aussi eu des conséquences sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes ? Est-ce qu'on a un premier bilan à faire ? Alors oui, le premier bilan, c'est d'abord du qualitatif. On va avoir Santé publique France qui va certainement étudier ces répercussions, mais on a eu c'est un catalyseur d'un environnement délétère avec des prises de poids
pouvant aller jusqu'à 10-12 kilos, des hypertensions qui étaient soit pas dépistées, soit qui se sont déséquilibrées. J'ai été amenée à majorer mes traitements antihypertenseurs pour nombre d'entre elles, mais d'entre eux aussi. C'était aussi plus de cas de diabète, mais si on regarde aussi les cancers, des retards de diagnostic de cancer. On a eu l'été dernier, l'été d'avant, on a payé extrêmement cher le confinement parce que les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital face à l'infarctus. Donc on a eu des formes d'insuffisance cardiaque qu'on voyait plus depuis 20 ans. On a eu des malades coronariens, comme il n'y avait plus d'anesthésistes qui étaient au bloc, on a différé des pontages coronaires, on a eu des prises en charge dégradées avec des stents coronaires au lieu de pontage, on a eu des rétrécissements aortiques calcifiés qui ont fait des morts subites, parce que pas de possibilité, des retards en fait de chirurgie programmée, parce que on prenait d'abord les urgences et ensuite le programmé, et on a eu effectivement une médecine cardiovasculaire d'autrefois. Donc on est revenu à 30 ans en arrière en l'espace de 2 ans. Voilà les effets du confinement. Et je ne parle pas des cancers, c'est pareil. Et je rajouterais un des effets qui est beaucoup plus sournois, qui est toute la partie psychologique. Et ça, dans le monde de l'entreprise, on le mesure. La notion de burn-out, la notion de dépassement de soi et d'oubli de soi. Et c'est quelque chose de très compliqué. Vous savez, il faut se remettre dans la tête de ces femmes qui ont eu à gérer les aspects logistiques, les enfants, etc., souvent dans des espaces limités, en faisant des visioconférences, c'est un sujet que je connais bien, et finalement, ça vous génère une situation, un stress qui est extrêmement important, et en même temps une dégradation, on va dire, de l'état psychologique qui doit être pris en compte. Et je rebondis sur votre question. Oui, l'entreprise a une responsabilité. Oui, les dirigeants que nous sommes sont des capteurs, finalement, de cet état psychologique ou de cette dégradation psychologique. Donc la qualité de vie au travail est quelque chose d'essentiel, parce que finalement, lorsque ces femmes viennent au travail, si elles sont dans un environnement qui est un environnement bienveillant, plaisant, dans lequel elles vont pouvoir finalement prendre du plaisir, ça va participer aussi beaucoup à leur état de santé, notamment psychologique. Et même peut-être parler, puisque voilà, le problème aussi de cette période-là, c'est l'isolement qui a été assez important. Le fait de travailler chez soi peut avoir des avantages quand on le désire, mais ça peut être aussi très compliqué à... Ce sont des sujets qui ont aussi impacté la mutualité, parce que la mutualité est employeur et elle emploie effectivement un bon nombre de collaborateurs dans des structures d'accueil, dans des structures de soins. Donc on a été effectivement confronté à cette situation inédite de crise sanitaire et d'adaptation à un contexte nouveau, et donc s'organiser de manière différente pour effectivement effectuer son travail. Ce qui a aussi interpellé la mutualité, alors vous avez évoqué un certain nombre d'exemples durant cette crise sanitaire, c'est aussi donc l'inflation, je dirais, des addictions, enfin, ça a été évoqué également, et puis une grande préoccupation, le report des soins, c'est-à-dire, vous l'avez dit, tout ce qui était programmé, qui n'a pas pu être réalisé, toute cette habitude qu'on avait d'aller voir le médecin, avec des traitements qui étaient organisés, je dirais, dans la durée, avec une certaine périodicité. Et donc là, d'un point de vue général, la mutualité se questionnait elle-même avec les pouvoirs publics sur comment... Alors il y avait l'urgence, le traitement de la Covid-19, mais aussi tous ces patients qui avaient des soins et pour lesquels le retard pouvait aggraver, vous l'avez indiqué, les pathologies. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous travaillez en collaboration aussi avec les mutuelles par rapport à ces sujets-là ? Évidemment. En fait, on travaille avec tous les acteurs qui ont envie de mobiliser de l'intelligence collective. Tous ceux qui veulent faire en sorte que, on puisse partager une expérience et avancer. Le monde de la mutualité est un monde qui connaît bien ces sujets de solidarité. Se travailler ensemble, se trouver des idées ensemble pour faire en sorte de faire changer et de bouger les lignes. Donc oui, le monde de la mutualité, le monde des assurances, etc. Mais je vais vous dire très honnêtement, depuis que nous avons avec Claire lancé Agir pour le cœur des femmes, il y a un peu moins de 2 ans, à l'époque, que n'avons-nous entendu ? Attendez, on était en plein confinement, oui. Mais qu'est-ce que vous avez lancé ce truc-là, en plus de, etc. Bon, alors on a quand même lancé ça après avoir regardé ce qui se faisait au niveau mondial. Et on s'est aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette qui était énorme. C'est-à-dire qu'il y avait 0 organisation, fondation, association, tout ce que vous voulez, qui traitait de ce sujet des pathologies cardiovasculaires appliquées aux femmes. Première cause de mortalité des femmes.
Bon, donc on s'est dit, là, visiblement, il y a quand même un trou dans la raquette. Et la deuxième chose, c'est que on dit, mais on va essayer d'entraîner autour de nous un certain nombre de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et c'est juste incroyable. Depuis 18 mois, c'est incroyable. Et il n'y a pas un dirigeant d'entreprise, un patron ou une association ou autre, etc., qui n'ait pas envie de monter dans ce train et pour faire bouger les choses et pour sauver la vie de ces 10 000 femmes. Donc oui, je crois à une mobilisation collective, à la fois des professionnels de santé, des services publics, du monde de l'entreprise et de tous les acteurs qui ensemble ont envie de faire en sorte qu'on puisse sauver ces femmes, parce que dans 8 cas sur 10, c'est la bonne nouvelle, ne l'oublions pas, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie. Et est-ce que le gouvernement soutient aussi cette initiative-là, cette étincelle que vous avez créée ? Alors, on travaille avec... c'est d'abord les sociétés savantes. Je pense qu'il ne faut pas attendre aujourd'hui, après des fonds publics pour des actions de prévention, parce que la prévention en France, c'est surtout le fait de partenaires privés, que ce soit les entreprises, les mutualités, les assurances, les partenaires industriels. Donc ils sont très favorables à ce que nous faisons. Mais pour l'instant, c'est essentiellement tout ce qui est société savante, collège enseignant, entreprise. Et le ministère de la Santé repartage les postes que nous faisons. Donc je pense qu'indirectement, ils sont très favorables à notre action. On les voit liker nos pages et partager nos pages. Donc voilà, mais demander un soutien institutionnel, bon, ça peut être bien, mais c'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup de temps passé pour finalement, Alors, l'intérêt d'avancer. Alors peut-être juste par rapport à ce que disait Claire, d'abord, il se trouve que Claire a une telle résonance, j'allais dire mondiale, que c'est quand même plus simple quand vous appelez le professeur Claire Mounier-Veillé que quand vous appelez Madame Tartampion. Bon, ça c'est la première chose, il faut le reconnaître. Évidemment. Bon. Et autant l'utiliser. Exactement. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire bouger les lignes. Et nous, on est un adepte des actions concrètes, terrain, et ce que j'appelle des petits pas rapides. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avancer rapidement, concrètement, et vous apercevez qu'à ce moment-là, vous drainez beaucoup d'énergie positive et vous avez des gens qui éventuellement ne bougez pas trop, qui à ce moment-là, donc l'idée c'est pas de dire un tel a raison ou un tel a tort, l'idée c'est de dire on fait bouger les choses collectivement, on mobilise les énergies et on va de l'avant. J'allais oublier Thierry, il faut quand même que je le dise, on a une consultation longue de dépistage. Donc pour qu'elle soit remboursée par la Caisse nationale d'assurance maladie, ça passe par les fourches codines. Donc c'est au titre de l'article 51 du Code de la sécurité sociale. Donc c'est une mesure dérogatoire et ça passe par les fourches codines d'une évaluation. Donc ça va se passer dans les Hauts-de-France avec l'ARS Hauts-de-France, la Direction générale de l'organisation des soins et les acteurs de terrain. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué que ça fait 3 ans que ça dure. Donc on a le feu vert en théorie, mais en pratique... c'est pas encore opérationnel. Donc, vous êtes lancé mais ils nous soutiennent, donc c'est pour répondre favorablement à votre question. Oui, ils nous soutiennent, mais c'est tellement compliqué de mettre en œuvre que finalement... Oui, je crois qu'il faut saluer le caractère innovant de cette expérience, la réussite. Vous dites quand même que finalement, il y a des résultats. Donc je pense que les pouvoirs publics ne peuvent pas être désintéressés de ce type d'initiative et ne peuvent que s'emparer encore une fois de cette initiative. On est encore peut-être dans la phase expérimentale. C'est vrai que ça serait quand même important que les pouvoirs publics prennent conscience de ce besoin de consultation, je dirais, élargie, de cette cible privilégiée des femmes là, en matière de cardiologie, pour que ça puisse rentrer après dans je dirais, dans une politique de santé publique avec un vrai sens. Donc on est très favorable, nous, en mutualité, à l'innovation. En plus, on a là une expertise qui est encore une fois à saluer. Donc si effectivement les résultats sont là, ça ne peut qu'embarquer, je dirais, les acteurs principaux de notre système de santé français, preuve à l'appui, c'est-à-dire que ça a du sens. Il y a des résultats et si ça coûte, ça coûte, mais ça coûte pour moins coûter par la suite, si je puis m'exprimer ainsi. Alors vous avez complètement raison et je pense que l'idée c'est d'associer et de ne pas opposer. Vous parlez tout à l'heure de service public, etc. Alors chacun est dans son rôle et on essaie tous d'avancer. Claire, vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Nous, à 50 ans, les hommes,
on reçoit de la part de notre caisse primaire d'assurance maladie un bon pour aller faire une coloscopie, pour éviter... voilà. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui une femme en situation de préménopause, aux alentours de 50 ans, ne reçoit pas un bon pour une consultation gynéco-cardio. D'accord ? Ça fait partie de nos combats, ça fait partie des sujets sur lesquels Claire a une expertise et qu'on pousse. Elle l'a mis en œuvre dans les Hauts-de-France et on va faire en sorte que très vite, ça puisse être le cas pour toutes les femmes en France en situation de préménopause. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est aussi comme ça qu'on fait bouger les lignes. Je voudrais juste peut-être mettre en avant aussi des convictions personnelles. Vous parliez tout à l'heure du monde de l'entreprise. Je vais vous prendre la conviction d'un homme qui fait partie des 10 plus grosses fortunes françaises, qui est un homme que je tiens à saluer, qui s'appelle Marc Ladrette de la Charrière. Cet homme, il a 83 ans. Donc, quelque part, il a beaucoup fait, il a beaucoup donné. Il pourrait dire, bon, Inch'Allah, j'ai fait ce qu'il fallait. Et bien, cet homme-là, il nous a dit, vous savez quoi, ce que vous faites là, c'est juste très exactement essentiel pour moi, et je vais vous accompagner pendant X années. Voilà. Donc, il y en a plein d'autres. Vous avez plusieurs partenaires, effectivement. Voilà. Et vous voyez, ces femmes, Claire en parlait tout à l'heure, elles vont toutes repartir avec un tensiomètre qui est offert par un des partenaires. Voilà. Tout simplement pour leur permettre d'identifier et de diagnostiquer l'hypertension, parce que n'oublions pas, 52% des femmes sont hypertendues sans le savoir. Et l'hypertension, c'est la petite porte, vous savez, qui rentre dans la pathologie cardiovasculaire, c'est sournois. Et donc voilà, donc ça fait partie de ces choses-là qui permettent de manière très concrète, très humble, d'avancer. Et il n'y a pas quelqu'un qui détient la bonne solution. Il faut être très humble, modeste, mais de se dire que le regard de ces femmes, c'est une source de motivation exceptionnelle. Merci. On arrive déjà à la fin de cette émission. On aurait encore beaucoup de choses à se dire, je pense. Professeur Mounier, s'il y avait un conseil à donner aux femmes en conclusion de cette émission, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est écoutez-vous, prenez soin de vous et prenez le temps de vous dépister. C'est important. Et justement, où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur Agir pour le cœur des femmes ? Je crois qu'il y a un site internet, agirpourlecoeurdesfemmes.com. Oui, donc là, vous avez des rubriques, des articles qui ont été faits par nos ambassadeurs santé. Vous avez des émissions qui sont mises sur le site dans la rubrique actualité, des témoignages de femmes. Ça, je pense que c'est super important que les auditrices aillent lire ces témoignages, c'est des vraies histoires. Et puis vous avez des fiches pratiques aussi à télécharger, des brochures à télécharger à la disposition du public. Voilà. Monsieur Devaux, si vous voulez faire une petite conclusion peut-être. Oui, une conclusion rapide. Remercier comme il se doit la radio locale, avec l'animatrice Marie-Cécile et puis Florian qui était aux manettes. Remercier aussi deux actrices de la délégation départementale du Vaucluse. Je vais citer Brigitte Liati parce que c'est elle qui a mis en lien, je dirais, les intervenants d'aujourd'hui pour cette émission. Et puis Elisabeth Ansberger, présidente du conseil départemental, qui nous a reçus dans les locaux de la délégation. Merci. Mais je voudrais surtout remercier nos deux intervenants parce que je crois qu'aujourd'hui on a eu beaucoup de chance d'avoir des intervenants de qualité avec une expertise réelle pour un sujet complètement inédit, mais qui méritait d'être travaillé, d'être exposé. Et puis je crois qu'on a là une source effectivement de progrès en matière de santé publique, en matière de femmes. On a été sensible à vos propos et je crois qu'il y a effectivement du travail à faire, mais comme vous l'avez indiqué, c'est l'affaire de tous. Vous avez parlé de partenaires, de mécènes, de professionnels de santé, de la mutualité, du régime obligatoire. Donc c'est un sujet qui doit embarquer tout le monde. Merci à vous deux de vous être déplacés dans nos locaux pour cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois et je souhaite une belle vie au Bus du Cœur et à votre fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, parce que je pense qu'avec cette émission, effectivement, on a fait deux de ces A, anticiper peut-être et alerter, et que j'espère, on a donné quelques informations importantes sur ce sujet-là, et on se retrouve bientôt pour un prochain live de la santé de la mutualité. Merci à tous. La Mutualité française Sud Délégation de Vaucluse vous a présenté les lives santé sur RTVFM.